La guerre entre la Russie et l'Ukraine semble avoir franchi un nouveau cap. Une trêve aurait été conclue. Un accord aurait été trouvé. Mais que cache réellement cette annonce? Est-ce un pas vers la paix ou une simple stratégie camouflée? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble tous les éléments essentiels de cette affaire complexe. D'abord, nous verrons ce que contient réellement cet accord de principe et pourquoi il n'a pas encore été signé. Ensuite, nous analyserons les enjeux militaires et économiques de la mer Noire, au cœur du conflit. Nous vous expliquerons pourquoi la Russie pose des conditions strictes, notamment sur les sanctions économiques. Puis, nous plongerons dans les violations persistantes sur le terrain, malgré les négociations. Et enfin, nous vous dévoilerons les tensions entre les États-Unis et l'Union européenne qui fragilisent l'équilibre diplomatique mondial. Si vous cherchez une information claire, approfondie et sans filtre, restez bien jusqu'à la fin. Car ce n'est qu'en comprenant tous les rouages de cette situation que l'on peut saisir ce qui est réellement en train de se jouer bien au-delà des apparences. Bienvenue sur MTD News 08. Ici, on vous informe autrement. Un accord de trêve, mais encore informel et fragile. Ces derniers jours, une annonce a secoué la scène internationale. La Russie et l'Ukraine auraient trouvé un accord de principe pour cesser temporairement les hostilités en mer Noire. L'information a été rendue publique par les États-Unis qui affirment avoir joué un rôle central dans la médiation de cet accord lors de discussions tenues en Arabie Saoudite. Mais malgré l'ampleur de l'annonce, la prudence reste de mise. Aucun des deux pays n'a encore officiellement signé l'accord et plusieurs zones d'ombre persistent. Depuis plusieurs mois, des rencontres multilatérales ont lieu de manière discrète dans plusieurs pays neutres, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ces discussions sont menées indirectement, c'est-à-dire que les représentants russes et ukrainiens ne se sont pas assis à la même table, mais ont échangé via des intermédiaires. Ce sont les États-Unis qui ont joué les courroies de transmission, dialoguant d'un côté avec les émissaires russes et de l'autre avec les négociateurs ukrainiens. Cette approche est classique dans les situations de guerre prolongée, où la confiance est rompue et où toute rencontre directe est politiquement risquée. Cela montre aussi à quel point les canaux diplomatiques restent ouverts, même au cœur du conflit. Que contient cet accord de principe? Les informations disponibles à ce jour permettent de dégager deux engagements majeurs. 1. Un arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques, centrales électriques, raffineries, gazoducs, réseaux de distribution, tant en Ukraine qu'en Russie. Cette mesure viserait à réduire la souffrance des populations civiles, particulièrement touchées par les coupures de courant en hiver, et à contenir l'escalade vers des cibles de plus grande envergure. 2. Un cessez-le-feu maritime dans la mer Noire, avec la promesse assurée la circulation des navires commerciaux dans cette zone hautement stratégique. Cela inclut un arrêt des frappes de drones, des tirs de missiles navals et des sabotages de convois maritimes. Ce dernier point est capital, car depuis la fin de l'initiative céréalière de la mer Noire, de nombreuses attaques ont visé des ports et des cargos, mettant en péril les exportations agricoles ukrainiennes et contribuant à la flambée des prix mondiaux. Pourquoi parle-t-on d'un accord de principe? Il est crucial de souligner que cet accord n'a pas été signé officiellement. Aucune déclaration conjointe n'a été émise par Moscou et Kiev. Il s'agit donc d'une intention politique communiquée par les États-Unis, mais sans force juridique ou diplomatique concrète à ce stade. C'est ce qui le rend particulièrement fragile. Tout peut encore basculer à la moindre provocation, attaque ou désaccord sur les modalités d'application. Le vocabulaire utilisé, accord de principe, engagements verbaux, discussions préliminaires, en dit long sur la précarité de l'équilibre diplomatique. Pourquoi la mer Noire est-elle si stratégique pour la Russie et l'Ukraine? À première vue, la mer Noire pourrait sembler n'être qu'une étendue maritime comme une autre. Pourtant, elle est au cœur des équilibres géopolitiques et économiques de la région et représente un enjeu majeur pour Moscou comme pour Kiev. Un couloir commercial vital. La mer Noire constitue la principale porte de sortie maritime de l'Ukraine et de la Russie vers la Méditerranée,
puis vers les marchés mondiaux. À travers les détroits du Bosphore et des Dardanelles, sous contrôle turc, cette mer relie l'Europe de l'Est à l'Afrique, au Proche-Orient et à l'Asie. Avant la guerre, plus de 70% des exportations agricoles ukrainiennes transitaient par les ports de la mer Noire, notamment Odessa, Tchornomorsk et Mykolaïv. Ces exportations comprenaient du blé, du maïs, de l'huile de tournesol et de l'orge, des produits cruciaux pour les marchés alimentaires mondiaux, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. De son côté, la Russie utilise ses propres ports de la mer Noire, comme Novorossiysk ou Sébastopol, pour exporter non seulement des céréales, mais aussi du pétrole, du gaz liquéfié et des engrais chimiques. En bloquant ou en sécurisant cette zone, on influence donc l'économie mondiale. Toute entrave à la circulation maritime se répercute immédiatement sur les prix alimentaires et énergétiques à l'échelle internationale. Un théâtre militaire central du conflit. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, la mer Noire est devenue une zone de confrontation militaire directe. Plusieurs événements majeurs y ont eu lieu. Le coulage du croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, en avril 2022 par des missiles ukrainiens Neptune, un revers symbolique et stratégique pour la Russie. Les nombreuses attaques de drones navals ukrainiens contre les infrastructures portuaires russes et les navires de guerre dans la baie de Sébastopol, Crimée. Les frappes russes sur les ports ukrainiens, ciblant silos à grains, entrepôts et infrastructures logistiques pour empêcher l'exportation de produits agricoles. Dans ce contexte, la maîtrise ou la neutralisation de la mer Noire est devenue un objectif militaire prioritaire pour les deux camps. Pour l'Ukraine, c'est un moyen de relancer son économie et d'obtenir un avantage stratégique. Pour la Russie, c'est une question de domination navale, mais aussi un enjeu de souveraineté sur la Crimée, illégalement annexée depuis 2014. Une pression diplomatique sur la Turquie et l'OTAN. Enfin, la mer Noire est également une zone de forte pression diplomatique. Membre de l'OTAN, la Turquie contrôle les détroits qui y donnent accès. Elle joue un rôle d'arbitre délicat, tentant de maintenir l'équilibre entre la Russie, son partenaire énergétique, et l'Ukraine, qu'elle soutient politiquement et militairement. La présence de l'OTAN dans la région est également un point de tension. Bien que l'organisation ne soit pas intervenue directement, des exercices militaires navals ont été menés dans la zone. Et plusieurs pays membres, comme la Roumanie et la Bulgarie, renforcent leurs dispositifs de surveillance maritime. En résumé, la mer Noire est bien plus qu'un simple front secondaire. Elle cristallise des enjeux économiques vitaux, des rivalités militaires frontales et des tensions diplomatiques complexes. C'est pourquoi l'annonce d'un cessez-le-feu dans cette zone, même temporaire, attire autant l'attention. Pourquoi l'accord n'est-il toujours pas signé? Les obstacles majeurs en jeu. Même si les discussions récentes ont permis de dégager un accord de principe, aucun document officiel n'a été signé à ce jour entre la Russie et l'Ukraine. Et ce n'est pas un simple retard administratif. De profondes divergences stratégiques, politiques et économiques bloquent la mise en œuvre réelle de cette trêve. Voici les principaux obstacles à la concrétisation de cet accord. Les exigences russes sur les sanctions agricoles. Le premier point de blocage majeur concerne les sanctions économiques imposées à la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Moscou demande explicitement la levée partielle des sanctions sur ses exportations agricoles, notamment de céréales, engrais et produits chimiques. La reconnexion de certaines banques russes au système SWIFT, le réseau international qui permet les paiements interbancaires. En particulier, la Roselkhozbank, banque agricole russe, est au cœur de cette demande. Son exclusion du système financier mondial empêche de nombreuses entreprises russes de réaliser des transactions commerciales avec l'étranger. Selon la Russie, ces sanctions empêchent les pays du Sud, notamment en Afrique et en Asie, de recevoir des produits essentiels et représentent un frein au commerce agricole mondial. Mais pour l'Union européenne, cette demande est problématique. Lever ces sanctions, même partiellement, reviendrait à offrir à Moscou une victoire diplomatique sans contrepartie réelle. Cela pourrait affaiblir la pression économique exercée sur le Kremlin depuis 2 ans. 2.
la méfiance persistante entre les deux parties. L'Ukraine, de son côté, refuse catégoriquement de signer un accord sans garantie solide. Elle craint que la Russie utilise cette trêve pour réarmer et repositionner ses forces navales et aériennes. Gagner du temps en apaisant momentanément les tensions pour mieux préparer une nouvelle offensive. Ce genre de stratégie a déjà été observé par le passé, notamment lors des accords de Minsk, qui avaient été largement ignorés ou contournés par la suite. Kiev exige donc une supervision internationale neutre, par exemple via l'ONU ou la Turquie. Des mécanismes de contrôle clairs avec des inspections maritimes, un suivi radar et des garanties logistiques concrètes. 3. La divergence entre les États-Unis et l'Union européenne. Un autre facteur de blocage réside dans les désaccords au sein même des alliés occidentaux. Les États-Unis semblent plus ouverts à des concessions économiques envers Moscou, notamment pour stabiliser les marchés agricoles mondiaux, empêcher une crise alimentaire dans les pays dépendants des céréales russes ou ukrainiennes, relancer des négociations plus larges sur d'autres volets du conflit. En revanche, l'Union européenne se montre beaucoup plus rigide, insistant sur le maintien des sanctions comme levier de pression indispensable tant que la Russie occupe des territoires ukrainiens. Aucune solution politique globale ne soit trouvée. Cette division entre Washington et Bruxelles rend toute position commune difficile à maintenir, ce qui fragilise l'effort diplomatique. 4. Les tensions militaires sur le terrain ne cessent pas. Enfin, l'un des freins majeurs à la signature de l'accord reste la réalité militaire sur le terrain. Malgré les annonces de trêve en mer Noire, des frappes ont été signalées récemment sur des infrastructures portuaires et énergétiques, tant du côté russe que du côté ukrainien. Chacun accuse l'autre de violer les engagements oraux, ce qui entretient un climat de défiance totale. Tant que ces attaques se poursuivent, aucun des deux camps ne prendra le risque de signer un texte qui pourrait être perçu comme un aveu de faiblesse ou une trahison politique en interne. La diplomatie à l'épreuve de la réalité. À ce jour, l'accord de trêve annoncé n'est qu'un fragile édifice verbal, suspendu à une série de conditions, d'intérêts divergents et de méfiance mutuelle. Tant que les revendications russes ne seront pas conciliables avec les exigences ukrainiennes et que les puissances occidentales ne parleront pas d'une même voix, la signature d'un accord durable reste incertaine. Tensions sur le terrain, une trêve discutée, mais la guerre continue. Alors que les chancelleries parlent de trêve et de désescalade, les faits sur le terrain racontent une toute autre histoire. Malgré l'annonce d'un accord de principe entre la Russie et l'Ukraine, les hostilités ne cessent pas. Au contraire, elles semblent s'intensifier dans certaines zones sensibles, notamment au déport de la mer Noire et des installations énergétiques critiques. Des frappes toujours actives sur les infrastructures. En l'espace de quelques jours seulement après les annonces de Washington, plusieurs attaques ont été recensées. En Ukraine, des drones et missiles russes ont visé les villes portuaires d'Odessa et de Mykolaïv, causant des dégâts sur des installations logistiques essentielles pour l'exportation agricole. En Russie, Moscou a dénoncé des frappes ukrainiennes dans les régions frontalières de Belgorod et de Krasnodar, notamment sur des raffineries de pétrole et des dépôts de carburant. Chacune des deux parties rejette la responsabilité sur l'autre. Moscou accuse Kiev de saboter l'accord naissant et de chercher l'escalade pour affaiblir l'économie russe. Kiev accuse Moscou de mener des opérations nocturnes de harcèlement militaire et de ne pas respecter ses engagements. Ces accusations croisées entretiennent un climat de tension maximale, rendant toute avancée diplomatique immédiatement vulnérable. Le problème du contrôle et de la vérification. L'un des problèmes majeurs réside dans l'absence de mécanismes de vérification indépendants. Contrairement aux accords supervisés par l'ONU ou d'autres organisations internationales, cet accord de trêve n'est pas encadré par un dispositif de surveillance neutre. Cela signifie que chaque partie peut interpréter librement les termes de l'accord, ce qui ouvre la porte à des violations ou à des provocations dissimulées. Aucune instance extérieure ne peut confirmer ou infirmer les accusations de violation, ce qui renforce la méfiance.
Cette opacité sur le terrain est un obstacle majeur à la construction d'une confiance durable. Sans observateurs, sans drones de surveillance neutre, sans accès libre aux zones visées, il est quasi impossible de dire qui respecte quoi. Les civils, premières victimes de ces tensions persistantes. Dans les deux pays, ce sont surtout les populations civiles qui continuent de payer le prix fort. En Ukraine, les coupures d'électricité, les attaques sur les infrastructures énergétiques et les évacuations d'urgence sont redevenues fréquentes dans certaines villes. En Russie, les régions frontalières vivent dans l'angoisse de frappes surprises, avec des incendies industriels, des alertes antiaériennes et parfois des blessés. Ce climat d'instabilité crée un sentiment d'insécurité permanent, y compris dans les zones qui étaient jusqu'à présent relativement épargnées par les combats directs. Au final, cette trêve partielle apparaît presque illusoire, tant les conditions sur le terrain en sapent la crédibilité. Si l'objectif affiché est d'ouvrir une fenêtre diplomatique, dans les faits, les armées restent mobilisées. Les frappes se poursuivent. La méfiance règne à tous les niveaux. Sans un cadre solide, vérifié et contraignant, cette tentative de désescalade risque fort de rejoindre la longue liste des trêves rompues, dont l'histoire des conflits armés regorge. L'un des aspects les plus révélateurs de cette affaire est sans doute la manière dont elle a mis en lumière les tensions grandissantes entre les alliés occidentaux, en particulier les États-Unis et l'Union européenne. Alors que ces deux blocs ont jusqu'ici fait front commun face à l'agression russe, l'accord de trêve en mer Noire a provoqué un net désalignement stratégique. Les États-Unis, une position pragmatique et géostratégique. Du côté américain, la Maison-Blanche a opté pour un ton conciliant vis-à-vis de certaines demandes russes, notamment celles concernant les exportations agricoles. Dans un communiqué publié par les autorités américaines, il est indiqué que les États-Unis sont favorables à restaurer l'accès de la Russie aux marchés mondiaux pour ses produits agricoles et ses engrais. Pourquoi cette souplesse? Les États-Unis cherchent à éviter une crise alimentaire mondiale, surtout dans les pays du Sud qui dépendent des céréales russes et ukrainiennes. Washington souhaite préserver une certaine stabilité dans les prix mondiaux des matières premières, y compris pour ses propres intérêts économiques. Enfin, les États-Unis misent sur une stratégie d'influence. En apparaissant ouverts au dialogue, ils espèrent désamorcer certaines alliances géopolitiques que la Russie développe avec la Chine, l'Iran ou des pays africains. Cette approche est donc plus diplomatique que punitive et se veut orientée vers la désescalade tactique, au moins sur des terrains précis comme la mer Noire. L'Union européenne, une ligne dure et cohérente. À l'inverse, l'Union européenne reste beaucoup plus ferme. Pour Bruxelles, il est hors de question de lever la moindre sanction sans avancée militaire significative sur le terrain, comme le retrait des troupes russes de territoires ukrainiens occupés, une reconnaissance officielle de la souveraineté ukrainienne, y compris sur la Crimée et le Donbass. Plusieurs capitales européennes, en particulier Paris, Berlin, Varsovie et Vilnius, ont exprimé leur inquiétude face à un éventuel assouplissement unilatéral de la part des États-Unis. Ils redoutent une perte de levier économique sur Moscou, une fracture durable au sein du bloc occidental, un signal négatif envoyé à d'autres pays autoritaires, comme la Chine ou la Turquie, qui pourraient interpréter cette souplesse comme une faiblesse de l'Occident. L'Europe insiste donc sur la cohérence, la fermeté et l'unité, convaincue qu'un relâchement des sanctions serait une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine sans contrepartie suffisante. Ce désalignement stratégique a deux conséquences majeures. 1. Il complique les négociations diplomatiques en cours. Les interlocuteurs russes exploitent cette faille pour opposer les alliés entre eux et gagner du temps. Plus les positions occidentales seront divergentes, plus Moscou pourra avancer ses pions. 2. Il fragilise la position de l'Ukraine. Le président Zelensky se retrouve dans une situation délicate, entre un soutien américain plus nuancé et une solidarité européenne rigide. Son propre espace de négociation devient plus étroit. Kiev craint, à juste titre, que les compromis économiques consentis à Moscou n'ouvrent la voie à d'autres reculs politiques ou militaires, voire à une pression future pour accepter une paix gelée désavantageuse.
un système de sanctions sous pression. Enfin, un point technique mais crucial. Le système SWIFT, quoique partiellement réintégré, dépend de la législation européenne, car son siège se trouve en Belgique. Autrement dit, les États-Unis ne peuvent pas seuls décider de cette mesure, ce qui crée une nouvelle tension institutionnelle. Tout allègement des restrictions bancaires russes nécessitera donc l'accord unanime des 27 États membres de l'UE, ce qui, dans le contexte actuel, semble très peu probable. Conclusion générale. Une trêve fragile dans un équilibre instable. Entre la violence sur le terrain, les exigences contradictoires, la méfiance bilatérale et les divisions occidentales, l'accord de trêve en mer Noire ressemble davantage à une pause diplomatique qu'à une avancée vers la paix. Il met en lumière les fragilités du front international contre la Russie, tout en soulignant à quel point chaque compromis est politiquement risqué pour les parties impliquées. Le conflit russo-ukrainien, loin de s'achever, continue d'évoluer sur tous les fronts, militaires, économiques, médiatiques et diplomatiques. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un véritable cessez-le-feu, mais plutôt une démonstration des limites de la diplomatie en temps de guerre. Derrière les effets d'annonce et les promesses de désescalade, les faits nous rappellent que la paix ne se construit pas sur des intentions, mais sur des engagements concrets, durables et vérifiables. La mer Noire reste une poudrière, et tant que les armes parlent plus fort que les diplomates, aucune trêve ne sera réellement solide. L'Ukraine lutte pour sa souveraineté, la Russie pour ses intérêts stratégiques, et les puissances occidentales pour maintenir un équilibre déjà fragilisé. Ce conflit dépasse désormais les frontières de l'Europe de l'Est. Il touche l'économie mondiale, la sécurité alimentaire, la stabilité géopolitique. Il interroge aussi nos valeurs, nos alliances et notre capacité à répondre de façon unie aux défis du XXIe siècle. Alors, trêve en mer Noire ou simple illusion diplomatique? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, la vigilance doit primer sur l'euphorie et l'analyse sur la précipitation.